cela fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas eu de supernova dans la Voie lactée. Nous avons donc beaucoup de retard. Voici donc les étoiles les plus susceptibles de faire boum si ce n'est déjà fait. En tête de liste, l'étoile Eta Carinae de l'hémisphère sud. Les lettres grecques précédant le nom d'une constellation indiquent le niveau de brillance d'une étoile dans cette dernière. En 1677, Sir Edmund Halley a enregistré Eta Carinae comme la 7e étoile la plus brillante de la constellation du Carène. Eta étant la 7e lettre de l'alphabet grec. Elle n'était peut-être pas si brillante pour Sir Edmund et ses contemporains au XVIIe siècle, mais les études modernes estiment qu'elle est 5 millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. La luminosité est un terme technique utilisé par les astronomes. Il ne signifie pas seulement brillance, mais fait référence à l'énergie totale libérée à toutes les fréquences. Et Eta Carinae libère 5 millions de fois plus d'énergie que le Soleil. Véritable gros morceau de notre Voie lactée, Eta Carinae est 100 fois plus massive et 240 fois plus grande que notre Soleil nain jaune et blanc. De toute évidence, Eta Carinae est assez éloignée, environ 7500 années-lumière. Pourtant, même à une telle distance, si cette étoile devient hypernova, elle peut quand même avoir un impact sur la couche d'ozone de la Terre, perturber les communications par satellite et blesser les astronautes. 159 ans après l'observation de Halley, Eta Carinae a connu une explosion de type nova. Elle est passée de l'état d'étoile de faible luminosité à celui de la 2e étoile la plus brillante visible depuis la Terre. Mais seulement pendant 27 ans. De 1836 à 1863, Eta Carinae était la 2e étoile la plus brillante visible de chez nous après Sirius, l'étoile du chien, qui n'est qu'à 8 années-lumière. Depuis 1863, à part quelques poussées, Eta Carinae est revenue à sa luminosité d'origine, soit une magnitude de 4,5. Les astronomes pourraient nous présenter des excuses pour la nomenclature de la magnitude des étoiles. Plus une étoile, une planète ou une lune est brillante, plus sa magnitude est faible. Ainsi, les étoiles qui sont plus brillantes que la magnitude 1 sont soit de magnitude 0, soit de magnitude négative. La pleine lune, par exemple, a une magnitude de -13. Une étoile de magnitude 4,5, comme Eta Carinae, est assez peu visible depuis la Terre, mais tu la verrais clairement dans un ciel nocturne sans pollution lumineuse si tu vivais au sud de la latitude du Caire. 30 degrés de latitude nord est le point le plus au nord d'où l'on peut observer cette étoile. Mais Eta Carinae est actuellement en train de faire quelque chose. Elle brille de nouveau, et elle est même plus brillante qu'elle ne l'a jamais été depuis 1864. C'est une situation complexe. Eta Carinae est en réalité constituée de 2 étoiles, Eta Carinae A et Eta Carinae B. Il y a une 3e étoile à proximité qui interagit également avec la dynamique de cette étoile double. Logiquement, elle s'appelle Eta Carinae C. Formée de 2 globes de gaz hypermassifs qui se dilatent à 20 millions de km/h, Eta Carinae est sans aucun doute l'une des étoiles les plus étranges que tu puisses voir. Rappelle-toi qu'elle se situe à 7500 années-lumière de nous. Si quelque chose lui arrivait au cours des 7500 dernières années, comme une hypernova, nous ne le saurions même pas, car aucun des rayonnements électromagnétiques d'Eta Carinae ne serait encore parvenu jusqu'à nous. Les astronomes surveillent de près Eta Carinae, car elle pourrait devenir une hypernova à tout moment, ou peut-être l'a-t-elle déjà fait il y a 5000 ans. Dans ce cas, nous n'aurions plus qu'à attendre 2500 ans pour le découvrir. Parmi une liste de plus de 30 étoiles susceptibles de devenir des supernovas, Rho Cassiopeiae est le choix de nombreux astronomes. Rho étant la 17e lettre de l'alphabet grec, cela signifie que Rho Cassiopeiae est l'étoile ayant la 17e magnitude la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Pourtant, c'est l'une des 7 seules étoiles hypergéantes jaunes connues dans la Voie lactée. Encore un gros morceau. Pour être visible à une magnitude de 4,5 à environ 10 000 années-lumière, ce doit être une très grosse étoile, une hypergéante. Placée là où se trouve le Soleil, elle engloberait l'orbite de Mars. Mais elle est encore jaune. Si elle était rouge, cela indiquerait une température de surface plus froide. Donc, aussi énorme soit-elle, Rho Cassiopeiae est toujours aussi chaude que notre Soleil, voire un peu plus. Cela ne peut signifier que 2 choses. 1. Au plus profond de son noyau, Rho Cass fusionne des atomes bien plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium.
Et 2. Elle produit beaucoup plus d'énergie qu'une étoile géante rouge. En 2000, Rho Cassiopeiae a fait une éruption massive. Elle s'est illuminée en éjectant 10 000 fois la masse de la Terre dans l'espace à 4 fois la vitesse du son. Les astronomes ont détecté la signature d'oxyde de titane dans cette éruption. Cela signifie que Rho Cassiopeiae est beaucoup plus proche qu'on ne pensait d'une supernova, voire d'une hypernova. Le fer se situe juste quelques échelons au-dessus du titane dans le tableau périodique des éléments. Quand le fer se forme, la fusion s'arrête et une étoile s'effondre. Rho Cassiopeiae en est donc proche, ou plutôt en était proche, car l'éruption observée en l'an 2000 s'est réellement produite 10 000 ans auparavant. De nombreux astronomes pensent que Rho Cassiopeiae est déjà devenue une hypernova, a formé un trou noir et n'existe même plus. De son côté, Bételgeuse a attiré l'attention sur elle il n'y a pas si longtemps. Elle s'est considérablement affaiblie et n'est plus qu'à 37% de sa luminosité habituelle. Se prépare-t-elle à devenir une supernova ? Bételgeuse est de loin l'étoile la plus brillante de tout le ciel, en lumière infrarouge. Ce détail est important car il est lié au statut de Bételgeuse en tant que candidate à la supernova. Mais nous le verrons bientôt. Bételgeuse est également nommée Alpha Orionis, encore une désignation en lettres grecques. Nous devrions donc en conclure que Bételgeuse est l'étoile la plus brillante d'Orion, non ? Faux, c'est la deuxième étoile la plus brillante de sa constellation. C'est Rigel, ou Beta Orionis, l'étoile la plus brillante d'Orion. Ceci est dû au fait que Bételgeuse est classée comme une étoile variable semi-régulière. Son cycle de pulsation d'environ 400 jours modifie sa luminosité d'environ une magnitude complète, la faisant passer de bien plus brillante qu'une étoile de magnitude 1 à proche d'une étoile de magnitude 2. Mais on n'a jamais observé une diminution de luminosité de Bételgeuse aussi rapide et radicale que récemment. De fin 2019 à mi-2020, Bételgeuse a traversé une période d'atténuation substantielle lors d'une éjection de masse. Les astronomes du monde entier ont sauté sur l'occasion et au cours de leurs investigations, ils ont trouvé de nouvelles données surprenantes sur Bételgeuse. Premièrement, Bételgeuse n'est pas aussi éloignée que nous le pensions. Elle se trouve en fait à 548 années-lumière, soit 25% plus proche que la distance mesurée avant. Deuxièmement, le diamètre de Bételgeuse a été réduit du même pourcentage. On sait donc qu'elle est 25% plus petite que ce que l'on croyait auparavant. La cause de cette atténuation spectaculaire a également été déterminée. Bételgeuse a éjecté un nuage de gaz contenant du magnésium qui a bloqué une grande partie de la lumière provenant de l'étoile, la faisant apparaître beaucoup moins brillante qu'elle ne l'était réellement. Le magnésium n'est même pas à mi-chemin du fer sur le tableau périodique, ce qui signifie que Bételgeuse n'est pas aussi proche de la supernova qu'on le croyait auparavant. Lorsque du fer commence à se former dans une étoile, cela signifie qu'elle est sur le point de mettre un terme à ses réactions de fusion. L'étape suivante est l'implosion, et nous n'en sommes pas encore là avec Bételgeuse. Cette étoile émet la majeure partie de son énergie sous forme de lumière infrarouge, ce qui indique que son noyau brûle encore probablement de l'hélium, et non quelque chose qui augmenterait considérablement sa chaleur, comme le carbone par exemple. Bételgeuse deviendra donc une supernova, mais pas avant 100 000 ans. On peut donc le rayer de notre liste des supernovas pour le moment. Quant à la manière de prononcer correctement Bételgeuse, tu peux le faire comme bon te semble. Tu peux même dire Bételgeuse si tu en as envie. La supernova 1987A a pris les astronomes par surprise lorsqu'elle a illuminé le grand nuage de Magellan, situé à plus de 100 000 années-lumière de la Voie lactée. C'est alors que l'attention s'est portée sur une étoile similaire, beaucoup plus proche de la Terre, Rigel de la constellation d'Orion. Pourrait-elle nous surprendre en devenant soudainement une supernova ? Il existe un phénomène appelé le problème des supernovas. Il semble que les étoiles faisant plus de 17 fois la masse du Soleil ne se transforment pas toujours en supernova. Récemment, une géante rouge a tout simplement disparu sans passer par la case supernova. Ce phénomène s'était souvent produit dans des simulations informatiques de supernova, mais il a fini par se produire dans la vie réelle. Rigel fait 21 fois la masse du Soleil. Donc deviendra-t-elle une supernova ou disparaîtra-t-elle simplement dans le trou noir qu'elle créera en son cœur ? Les astronomes et les physiciens poursuivent leurs recherches pour en apprendre davantage sur la dynamique des étoiles massives en scrutant le ciel à la recherche de la prochaine supernova qui se produira dans la Voie lactée. En attendant, nous pouvons être sûrs que la Terre n'est pas menacée par les effets des explosions de supernovas proches.
Nous vivons dans un quartier stellaire plutôt calme, sauf pour les Martiens qui vivent à côté de nous. Allez hop, on embarque. Dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons faire un voyage cosmique pour trouver la plus grande étoile de l'univers. La première étoile que nous croisons est notre propre Soleil. Il est loin d'être la plus grande, mais il est tout de même massif. On pourrait y faire entrer 1 million de terres. Cela signifie que si tu considères le Soleil comme un ballon de basket, la Terre aurait la moitié de la taille d'une gomme à crayon. Si on mettait toutes les planètes d'un côté de la balance et le Soleil de l'autre, les planètes ne feraient pas le poids. Le Soleil représente 99,9% de la masse totale du système solaire. La masse est essentiellement la quantité de trucs ou de matière dont une chose est composée. Et c'est à elle que l'on doit la brillance des étoiles. En effet, plus il y a de matière dans une étoile, plus son noyau est épais et chaud. Cela déclenche une chaîne de réactions chimiques. Les atomes d'hydrogène s'écrasent les uns contre les autres pour former de l'hélium, libérant ainsi une quantité incroyable d'énergie. C'est ce qui donne à l'étoile sa lumière et sa chaleur. Par conséquent, les grandes étoiles sont aussi des étoiles plus brillantes. Toutefois, avec toutes ces réactions, la durée de vie d'une étoile finit par diminuer. Lorsqu'elle commence à manquer de carburant, l'étoile entre dans la phase géante. Elle se dilate et devient rouge. Cela nous ramène à la tâche qui nous attend. La plus grosse étoile que nous trouverons sera probablement en fin de vie. En activant nos moteurs hyperlumineux, nous arrivons bientôt au système Luhmann 16. Ici, nous trouvons l'une des plus petites étoiles qui existent, une naine brune. Petite signifie ici à peu près la taille de Jupiter tout de même. Mais elles sont petites pour des étoiles. Les naines brunes sont aussi appelées étoiles ratées, parce qu'elles ne disposent pas d'une masse suffisante pour expérimenter ces réactions chimiques. Cela signifie qu'elles ne sont pas aussi brillantes, bien que super denses. Toute la matière qu'elles contiennent est si compacte qu'elles pèsent 80 fois plus que Jupiter, même si elles ont la même taille. Et si tu penses que c'est tout de même pas mal du tout, il te suffit de regarder une naine blanche, encore plus dense. Celle-ci est Sirius B. Elle a aussi la taille de Jupiter, mais elle pèse autant que le Soleil. Elle émet une faible lumière blanche. Lorsqu'elle n'aura plus de gaz, elle deviendra rouge et se refroidira. Maintenant, rapprochons-nous de sa voisine géante, Sirius A. On voit facilement cette étoile depuis la Terre sans avoir besoin de télescope. Elle est 2 fois plus lourde et plus que 1,5 fois plus large que notre Soleil. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Nous volons maintenant à 550 années-lumière de la Terre vers la constellation de Cassiopée. Il y a presque 100 ans, une explosion cosmique s'est produite à cet endroit. Elle a dilaté l'atmosphère de l'étoile Gamma Cassiopée et certains gaz ont été projetés dans l'espace. Après cela, elle est devenue l'étoile la plus brillante de la constellation. Elle est 10 fois plus vaste que notre Soleil. Passons maintenant à la célèbre étoile polaire. Curieusement, différentes étoiles ont porté ce titre au fil des ans, et d'autres le porteront dans le futur. C'est parce que l'étoile polaire de la Terre change tous les 26 000 ans. Imagine notre planète comme une toupie. Le pôle Nord se déplace en décrivant un petit cercle qui pointe différentes étoiles vers le vrai Nord. L'étoile actuelle est une supergéante qui est 37 fois plus vaste et 5 fois plus lourde que notre Soleil. Elle est facile à trouver dans le ciel nocturne. Elle est au bout du manche de la Petite Ourse. Prépare-toi tout de suite, nous partons pour l'œil du cyclone, le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Pour voir la prochaine étoile, nous devons passer en mode infrarouge. Cette étoile pistolet se dissimule dans la poussière de l'espace. En seulement 20 secondes, elle émet autant de lumière que notre étoile d'origine en une année entière. Et sa taille est stupéfiante. Elle est 420 fois plus vaste que le Soleil. Mais ce n'est pas encore l'étoile la plus lumineuse connue de l'humanité. Il s'agit d'une supergéante bleue dans la constellation du Triangle. Je te présente B416. Elle est presque 10 millions de fois plus lumineuse que le Soleil. Mais plus une étoile est brillante, plus elle épuise rapidement tout son carburant et plus sa durée de vie est ainsi réduite. Comparée à une naine rouge qui brille à peine et brûle son combustible beaucoup plus lentement, sa vie sera des centaines de milliers de fois plus courte. À 3400 années-lumière de la Terre se trouve l'un des corps célestes les plus rares de l'univers. Il s'agit d'une hypergéante jaune appelée Rho Cassiopée. Parmi les innombrables étoiles de notre galaxie, il n'y en a que quelques dizaines comme celle-ci. Et même si cette étoile est extrêmement éloignée de notre planète, on peut la voir dans le ciel sans avoir besoin d'un télescope. En effet, elle est 300 000 fois plus lumineuse que notre Soleil. C'est aussi parce qu'elle est 900 fois plus vaste que notre étoile d'origine. Et sa couleur nous indique que ses réserves de carburant dureront longtemps. Quand Rho Cassiopée commencera à devenir rouge et à se développer, elle sera l'une des plus grandes étoiles de l'univers tout entier.
Passons maintenant à la constellation d'Orion. L'étoile dans notre ligne de mire. Betelgeuse est l'une des plus grandes visibles à l'œil nu. Elle fait 700 fois la taille de notre Soleil. Si elle prenait la place de notre étoile, sa surface toucherait la ceinture d'astéroïdes. Elle se situe entre les orbites de Jupiter et de Mars. Elle engloutirait les 4 planètes intérieures, y compris la Terre. Mais cette étoile excite beaucoup les astronomes. Ils prédisent que Betelgeuse va exploser et donner un spectacle céleste fantastique dans les 10 000 prochaines années. Ce sera le plus grand événement astronomique de tous les temps car nous pourrons observer une supernova à une distance proche mais suffisamment sûre. L'étoile qui explosera brillera comme une demi-lune. Elle sera visible dans le ciel de jour pendant 1 an et dans celui de nuit pendant plusieurs autres années. Maintenant, nous nous aventurons vers des étoiles qui dépassent la largeur du Soleil de 1000 fois. Mous Cephei est une hypergéante qui s'enorgueillit du titre de l'étoile la plus rouge connue. Sa couleur nous indique que la jauge de carburant se rapproche de plus en plus du vide. Mais elle est encore si grande qu'elle pourrait contenir 1 milliard de soleils. Et à cause de sa masse, cette étoile finira par devenir une supernova ou même un trou noir. Partons maintenant pour un voyage de près de 4000 années-lumière de chez nous. La voici, une supergéante rouge appelée VY Canis Majoris. C'est l'une des plus grandes et des plus brillantes étoiles de la Voie lactée. Elle pourrait contenir 3 milliards de soleils. Et même si elle est tellement énorme, cette chose est étonnamment légère, seulement 17 fois le poids du Soleil. Dans le contexte des corps célestes, on pourrait appeler cette étoile un ballon gonflé. Au cours des 100 000 prochaines années, VY Canis Majoris explosera en une hypernova. Les radiations gamma détruiront toute vie dans la partie locale de l'univers. Mais cette étoile est si éloignée de notre système solaire qu'elle ne nous causerait aucun dommage. Si nous placions MY Cephei au centre de notre système solaire, elle se gonflerait jusqu'à l'orbite de Saturne. Pour te rappeler à quel point Saturne est loin, dis-toi qu'il faut 8 minutes à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. Mais pour arriver à Saturne, il faut bien plus d'1 heure. Comparé à cette étoile massive, le Soleil n'est qu'un grain de sable. C'est l'une des étoiles les plus lumineuses et les plus rouges de notre univers. Plus l'étoile est grande et rouge, plus elle est proche de sa fin. Nous n'avons donc pas seulement affaire à un titan de l'univers, mais aussi à l'un des plus anciens corps célestes qui existent. La deuxième plus grande étoile de l'univers est UY Scuti. Elle fait environ 2,4 milliards de kilomètres de large, soit 16 fois la distance entre la Terre et le Soleil. C'est une étoile à pulsation variable. Sa luminosité change environ tous les 2 ans. UY Scuti détient le record de combustion de carburant par an. Les scientifiques s'attendent à ce qu'elle revienne à des températures plus élevées comme une géante jaune. Notre voyage touche à sa fin. Devant nous, nous voyons Stephenson 2-18. Il faut 20 000 ans pour que la lumière de cette étoile atteigne la Terre. Il est difficile de ne pas voir cette supergéante rouge sur notre minuscule planète. Elle est 2150 fois plus vaste que notre Soleil. Il nous faudrait 10 milliards de soleils pour la remplir. À titre de comparaison, une plage moyenne ne contient qu'environ 5 milliards de grains de sable. Imagine un être si puissant qu'il pourrait aspirer des galaxies entières, si mystérieux qu'il serait invisible à l'œil nu, et si impressionnant qu'il pourrait plier l'étoffe même de l'espace et du temps. Je te présente ma mère. Mais non, je plaisante. Il s'agit en réalité de l'ultime super-héros de notre univers, l'étoile Trou Noir. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Nous allons voir ça. L'univers est rempli de merveilles, et cette étoile est l'une des plus impressionnantes d'entre elles. Sa force supermassive est capable de bousculer les lois de la physique, une véritable énigme que les scientifiques doivent encore élucider. Pas étonnant qu'elle fascine les auteurs de science-fiction. Une étoile trou noir, ou quasi-étoile, est une étoile hypothétique extrêmement massive et lumineuse qui pourrait avoir existé au commencement de l'univers. Selon nos calculs, elle brillait autant qu'une petite galaxie. Mais contrairement aux étoiles modernes, elle n'était pas alimentée par la fusion nucléaire. Son énergie provenait de la matière que le trou noir qu'elle possédait en son cœur aspirait. Et oui, tout comme un trou noir normal, ces étoiles avaient le pouvoir d'aspirer tout ce qui s'en approchait, des étoiles, de la poussière et même des galaxies. Mais comment est-il possible qu'une étoile naisse d'un trou noir? Et comment pouvait-il coexister? Voyons d'abord comment naissent les trous noirs en général. Tout commence par une étoile supermassive, c'est-à-dire une étoile faisant plusieurs fois la masse de notre Soleil. Cette étoile géante brûle intensément et brille de la lumière d'1 million de soleils. Hélas, elle finit par manquer de carburant. À la fin de sa vie, elle émet un énorme boom,
Une puissante explosion capable d'éclipser une galaxie entière. Ce type d'explosion porte le nom de supernova. Lors de ce boom, les couches extérieures de l'étoile partent dans tous les sens, tandis que le noyau se voit écrasé par sa propre gravité. Si le noyau est suffisamment lourd, il continuera à s'effondrer jusqu'à devenir un trou noir. Et celui-ci, par conséquent, naîtra. Et non, il n'a pas besoin de couches. Ce monstre cosmique grandira à partir de maintenant en avalant tout ce qui s'approche de lui. C'est en gros ce qui se passe actuellement dans notre univers, avec les étoiles supermassives. Mais les quasi-étoiles dans tout ça? La formation d'une quasi-étoile n'a pu avoir lieu qu'au début du développement de notre univers, avant que l'hydrogène et l'hélium ne se fassent contaminer par des éléments plus lourds. Pour cette raison, les quasi-étoiles présentent une caractéristique importante. Elles sont gigantesques, si énormes qu'il est littéralement impossible de les imaginer. Il est possible qu'elles aient été plus grandes que les plus grandes étoiles modernes connues, comme VY Canis Majoris et Stephenson 218. Pas étonnant qu'elles soient si effrayantes. Elles naissaient de proto-étoiles, qui étaient parmi les premières étoiles de l'univers, les arrière-arrière-grands-pères de... tout. Imagine maintenant une proto-étoile si massive que son cœur finisse par s'effondrer en un trou noir, comme nous l'avons décrit précédemment. Mais la différence essentielle, c'est que lors d'une supernova classique, les couches extérieures de l'étoile sont emportées par toute l'énergie libérée. En revanche, avec une quasi-étoile, 16 couches extérieures ont une masse suffisante pour absorber cette énergie et rester en place. Qu'obtient-on au final? Une étoile avec, en son cœur, un trou noir pesant entre 1000 et 10 000 masses solaires. Cette quasi-étoile est environ 14 000 fois plus grande que notre Soleil. C'est la plus grosse étoile que nous connaissions à ce jour. Ce titan céleste ont des propriétés assez folles. Lorsqu'un trou noir se formait au centre d'une proto-étoile, elle se mettait à dégager des tonnes d'énergie. Cette énergie contribuait à équilibrer sa force de gravité, comme avec les étoiles à fusion nucléaire. Elle devenait alors si lumineuse qu'elle ressemblait à une petite galaxie. Ces étoiles avaient une durée de vie assez courte, de l'ordre de 7 millions d'années. À titre de comparaison, notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années, et il n'en est qu'à la moitié de sa vie. Au cours de cette brève période, le trou noir atteignait une taille située entre 1000 et 10 000 fois celle de notre Soleil. On pense aussi que les quasi-étoiles étaient très chaudes, avec des températures dépassant les 9700 Celsius. Mais en vieillissant, elles commençaient à se refroidir, et leurs couches extérieures devenaient transparentes. Finalement, leur température n'était plus que d'environ 3800 Celsius. À ce moment, c'en était fini de nos quasi-étoiles. Elles ne pouvaient pas survivre à cette température. Elles se dissipaient donc, laissant derrière elles des trous noirs de masse intermédiaire. Bon, malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence de ces quasi-étoiles. Elles auraient seulement existé il y a très longtemps. Peut-être s'agissait-il d'étoiles dites de population 3, qui sont extrêmement rares et difficiles à détecter. Et il est très peu probable qu'elles existent encore aujourd'hui en raison de leur durée de vie très brève. 7 millions d'années, c'est court. Alors pourquoi les scientifiques croient-ils à l'existence de ces quasi-étoiles? Parce qu'ils cherchent à expliquer comment des trous noirs supermassifs ont pu se former si tôt dans l'histoire de l'univers. On les trouve au centre de la plupart des galaxies. Mais comment ces monstres se sont-ils développés si rapidement? Après tout, il faut énormément de temps pour qu'un petit trou noir se transforme en un trou noir supermassif. C'est de là que vient l'idée des quasi-étoiles. Ces étoiles ne sont pas simplement des titans destructeurs. Elles sont les championnes de la gravité. Elles peuvent plier et déformer n'importe quoi à leur guise. Voilà pourquoi, si elles ont réellement existé, on pense qu'elles ont joué un rôle crucial dans l'évolution des galaxies. Elles auraient tout contribué à façonner l'univers tel que nous le connaissons. Les trous noirs de taille intermédiaire qu'elles ont laissés derrière elles seraient finalement devenus les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies. Mais nous n'avons pas encore résolu ce mystère cosmique. La détection des étoiles trous noirs s'apparente à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'au lieu d'une aiguille, il s'agit d'un objet invisible et mystérieux, et qu'au lieu d'une botte de foin, il s'agit de la vaste étendue de l'espace. À l'aide d'une technologie assez avancée et de beaucoup de matière grise, nos scientifiques tentent cependant de trouver des réponses. Voici quelques éléments qui peuvent nous aider. Tout d'abord,
Les ondes gravitationnelles. Ce sont des sortes d'ondulations dans l'étoffe de l'espace-temps causées par le mouvement d'objets massifs. Albert Einstein les a prédites au XXe siècle, mais elles n'ont été détectées qu'en 2015, alors que des scientifiques observaient une collision entre deux trous noirs. Cette découverte nous a appris que les trous noirs peuvent fusionner et qu'ils constituent une source puissante d'ondes gravitationnelles. Les scientifiques pensent qu'en étudiant ces ondes, ils pourront en savoir plus sur la formation et la croissance des trous noirs. Nous pouvons aussi essayer de détecter les quasi-étoiles en observant les effets de leur gravité sur leur voisinage. C'est un peu comme quand on essaye de trouver un criminel en examinant des empreintes digitales. Si par exemple un trou noir se trouve à proximité d'une étoile, nous pourrons observer la lumière de celle-ci se déformer. Bien sûr, nous pouvons utiliser nos technologies, les télescopes à rayons X ou à infrarouge, les radiotélescopes. Cela nous permet d'étudier les trous noirs de différentes manières et à différents stades de leur vie. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour découvrir ce qui se cache derrière ces géants célestes. Nous développons en permanence de nouveaux télescopes à la recherche des trous noirs primordiaux, et nous essayons de comprendre ce qui lie les étoiles trous noirs à la matière noire. Cela nous mène à des découvertes assez incroyables, comme avec les ondes gravitationnelles. Nous espérons ainsi un jour percer le mystère des quasi-étoiles. Lorsque nous aurons découvert la vérité, nous aurons tourné une nouvelle page de notre histoire scientifique. Depuis quelques décennies, les scientifiques se demandent s'il existe un écart de masse entre les étoiles à neutrons les plus lourdes et les trous noirs les plus légers. Et enfin, pour la première fois, des chercheurs ont découvert un objet dont la masse tombe pile dans cet écart. Tout a commencé le 29 mai 2023. Le détecteur LIGO Livingstone, en Louisiane, a enregistré un mystérieux signal. Il résultait de la fusion d'une étoile à neutrons avec un objet compact inconnu. Il s'agissait très probablement d'un trou noir d'une légèreté inhabituelle. Sa masse n'équivalait apparemment qu'à celle de quelques soleils. C'est pourquoi on a situé cet objet dans ce qu'on nomme l'écart de masse inférieure, qui sépare les trous noirs les plus légers des étoiles à neutrons les plus massives. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, les étoiles à neutrons sont susceptibles d'avoir une masse inférieure à 3 fois celle de notre Soleil. Mais la masse exacte à partir de laquelle une étoile à neutrons s'effondre en un trou noir est encore inconnue. Et compte tenu de nos observations électromagnétiques précédentes, nous pouvons nous attendre à trouver très peu de trous noirs ou d'étoiles à neutrons d'une masse comprise entre 3 et 5 masses solaires. Néanmoins, la masse de l'un des objets nouvellement découverts correspond parfaitement à cette fourchette. Mais regardons de plus près comment les choses se sont passées avec le détecteur LIGO. 5 jours seulement après le lancement de la 4e campagne d'observation, la situation est devenue vraiment passionnante. Le détecteur a enregistré une onde gravitationnelle qui a été classée comme le candidat signal S230529A. L'analyse en ligne a été réalisée presque en temps réel au fur et à mesure de l'arrivée du signal. Et la conclusion est stupéfiante. Une étoile à neutrons et un trou noir ont très probablement fusionné à environ 650 millions d'années-lumière de notre planète. Malheureusement, il est impossible de dire exactement où la fusion s'est produite, car un seul détecteur d'ondes gravitationnelles fonctionnait au moment de l'arrivée du signal. C'est pourquoi la provenance de ces ondes n'a pas pu être déterminée avec précision. Cependant, les chercheurs étaient certains que le signal n'était pas une simple perturbation locale dans le détecteur LIGO Livingstone. Il provenait bien de l'espace lointain. Pour déterminer les propriétés des corps spatiaux qui se sont mis en orbite l'un autour de l'autre, avant de fusionner et de produire ce signal d'onde gravitationnelle, les astronomes ont comparé les données du détecteur LIGO Livingstone avec 2 modèles de forme d'onde. Le signal détecté résulte de la fusion d'un objet compact dont la masse est comprise entre 1,3 et 2,1 fois celle du Soleil, et d'un autre objet compact dont la masse est comprise entre 2,6 et 4,7 fois celle du Soleil. Ces objets compacts étaient-ils une étoile à neutrons et un trou noir? La seule analyse des ondes gravitationnelles ne nous permet pas de le savoir avec certitude. Mais d'après tout ce que nous avons appris sur les propriétés de cette structure binaire, il est très probable que l'objet le plus léger soit une étoile à neutrons, et que le plus lourd soit un trou noir. De toutes les fusions d'étoiles à neutrons et de trous noirs détectées jusqu'à présent, la plus récente est aussi celle où la différence de masse entre les deux objets est la plus faible. Les experts estiment que si un trou noir est beaucoup plus lourd qu'une étoile à neutrons, aucune matière ne subsistera à l'extérieur du trou noir après la fusion. Aucun rayonnement électromagnétique ne sera émis non plus.
Quant aux trous noirs plus légers, ils peuvent déchirer les étoiles à neutrons grâce à leur puissante force de marée. Ce faisant, ils éjectent de la matière qui peut briller sous la forme d'une kilonova ou d'un sursaut gamma. La détection de ce phénomène fascinant a été rendue possible grâce à plusieurs améliorations apportées aux détecteurs qui ont accru la sensibilité des instruments. Le troisième cycle d'observation, très fructueux, s'est achevé au printemps 2020 et a porté le nombre d'événements d'ondes gravitationnelles connus à 90. Le quatrième cycle d'observation a débuté en mai 2023. Des chercheurs d'un institut de Hanovre, en collaboration avec leurs collègues du LIGO, ont amélioré les sources laser des détecteurs LIGO situés au cœur des instruments. Outre le matériel, les experts ont également travaillé sur d'autres caractéristiques du détecteur. Désormais, ces outils d'exploration spatiale peuvent déterminer les propriétés des trous noirs en quelques jours seulement. En septembre 1859, les scientifiques observèrent une grande éruption solaire pour la première fois. Le Soleil projeta dans l'espace d'énormes quantités de radiation, d'énergie et de matière plasmatique. Cette catastrophe fut considérable et dévastatrice. Mais elle se produisit à une distance de 150 millions de kilomètres. Elle ne posa donc probablement pas de problème majeur. Vous croyez? Nous allons voir ça. Quelques heures après la détection de l'éruption, les lignes télégraphiques cessèrent de fonctionner dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord. Certaines d'entre elles produisirent des étincelles et provoquèrent des incendies. Les gens se rendirent alors compte que le Soleil n'était pas seulement une source de lumière et de chaleur, mais qu'il représentait aussi un danger. Les scientifiques ont donné à ce jour le nom d'événement de Carrington. La bonne nouvelle, c'est que cet événement s'est produit au milieu du 19e siècle et qu'il n'a pas causé de graves problèmes pour la planète. La mauvaise nouvelle, c'est que les scientifiques prévoient qu'en 2025, la Terre connaîtra des tempêtes solaires encore plus puissantes causées par une éjection de masse coronale. Il s'agit d'un nuage géant de plasma ou de gaz chargé. En une seule fois, le Soleil peut projeter dans l'espace des milliards de tonnes de ce matériau qui, ensuite, s'envole à très grande vitesse. Une partie de ces matériaux peut atteindre notre planète en 15 heures, le reste en quelques jours. Sur son chemin, l'éjection capte et accélère toutes les particules chargées rencontrées, ce qui augmente son intensité et sa puissance. Enfin, cet irrésistible concentré d'énergie s'écrase sur notre planète. Elle réchauffe les couches supérieures de l'atmosphère, augmente son épaisseur et perturbe le travail des satellites. Ils ralentissent et perdent de l'altitude. Nos communications avec les satellites deviennent instables. Les GPS se dérèglent, les données sont mal transmises. De plus, le gaz chargé par le Soleil pénètre dans nos réseaux électriques, nos transformateurs et nos stations. Cela entraîne des pannes massives qui compromettent le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne technologique. Une puissante attaque solaire sur plusieurs centrales électriques peut déclencher une panne de courant totale dans une grande ville. L'Internet, les téléphones, les services sociaux, les réseaux, plus rien ne fonctionne. Nous risquons de ne plus être en contact les uns avec les autres. De nombreuses grandes entreprises font faillite et la planète risque de connaître de graves crises économiques. Ce sont là d'immenses problèmes, mais ce ne sont pas encore les plus graves. Les centrales électriques alimentent les chaufferies et les stations de pompage d'eau. Les tempêtes solaires pourraient empêcher l'eau d'arriver jusqu'à nos foyers. Sans argent liquide, impossible de faire ses courses dans les magasins. Bien sûr, tout cela peut être rétabli, mais pas avant d'avoir vécu quelque temps à l'âge de fer. Mais le pire, c'est qu'une tempête solaire prolongée peut suspendre la production alimentaire. Par exemple, cette année, une tempête géomagnétique a mis hors service les satellites GPS qui sont reliés aux tracteurs modernes, de sorte que les agriculteurs n'ont pas pu travailler. Que se passerait-il si de telles tempêtes se produisaient tous les jours pendant un an? Nous commencerions probablement à manquer de nombreux articles dans les supermarchés. La navigation maritime dépend également des satellites. Grâce à eux, les navires calculent la latitude et la longitude de leur position. Si les satellites sont endommagés, les navires peuvent se perdre dans l'océan. Même les baleines se perdent lors d'orages magnétiques. De nombreux oiseaux s'orientent à l'aide du champ magnétique lors de leur long vol vers le sud. Ainsi, les hommes comme les animaux peuvent être confrontés à de graves problèmes. Les tempêtes solaires réchauffent les couches supérieures de l'atmosphère terrestre et rendent l'air plus épais. Le mouvement des satellites ralentit à cause de cette résistance de l'air. Ils perdent de l'altitude. L'un de ces satellites est Hubble. Oui, le télescope qui nous fournit toutes ces incroyables images de l'espace. Les scientifiques affirment qu'il tombera un jour en panne à cause des attaques solaires. Vous avez probablement entendu aux informations que l'activité solaire a récemment provoqué des tempêtes électromagnétiques sur Terre.
Mais heureusement, cela n'a pas affecté nos vies de quelque manière que ce soit. Le seul problème, c'était les maux de tête, l'hypertension et les sautes d'humeur pendant ces tempêtes. Cela semble banal, mais les scientifiques ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ce sujet. Personne ne sait exactement comment et pourquoi les orages magnétiques affectent notre santé. Oui, pendant les orages, l'atmosphère de la planète devient moins dense et cela affecte peut-être notre tension artérielle, tout comme lorsque la météo change. Les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires doivent donc faire très attention. Mais l'effet sur notre système nerveux est, par chance, plutôt insignifiant. Il se peut que les personnes qui apprennent l'arrivée d'un orage magnétique et qui se sentent mal soient en réalité victimes d'un effet placebo. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Toutes ces particules solaires chargées interagissent avec les atomes et les molécules de l'atmosphère terrestre. Cette interaction est à l'origine des magnifiques aurores boréales. Il est bon de passer un peu de temps loin de ces gadgets et de regarder le ciel de temps en temps. L'une des plus grandes tempêtes s'est produite le 13 mars 1989. Le 10 mars, le Soleil a éjecté un gigantesque volume de plasma coronal. La quantité de ce matériau était équivalente à 36 fois la taille de la Terre. Le nuage solaire volait vers nous à 1 600 000 km/h. Quelques jours plus tard, il s'est écrasé sur le champ magnétique de notre planète. Cette collision a provoqué une tempête géomagnétique. Les gens ont pu observer certaines des aurores les plus lumineuses et les plus belles de l'histoire. Le spectacle s'est produit sur une grande partie de la planète. Mais après cela, les problèmes ont commencé à apparaître. La tempête solaire a été si puissante qu'elle a traversé l'atmosphère et atteint la surface de la Terre. Elle a d'abord perturbé le fonctionnement des satellites, puis endommagé les réseaux électriques. Par exemple, elle a détruit un transformateur dans une centrale nucléaire du New Jersey. Au Canada, les compagnies d'énergie ont cessé de fonctionner en raison de la surcharge des systèmes. En conséquence, environ 6 millions de personnes dans le nord-est de ce pays ont été privées d'électricité pendant 9 heures. Ce fut la plus grande panne d'électricité causée par une tempête géomagnétique. Certes, il y a eu des tempêtes plus puissantes au milieu du 19e siècle et au début du 20e siècle, mais la planète ne dépendait pas autant des réseaux électriques à l'époque. Des tempêtes plus violentes encore pourraient se produire en 2025. La question est de savoir si nous serons prêts à y faire face. Une étude attentive de l'activité solaire peut nous aider à nous préparer. Si nous savons à l'avance qu'une tempête est imminente, les scientifiques peuvent théoriquement éteindre certains systèmes et les rallumer par la suite. Si l'activité du Soleil augmente chaque année, nous devrons trouver de nouveaux moyens pour nous protéger. Qui sait ? Peut-être les scientifiques recouvriront-ils tous nos appareils et stations électriques d'une couche de matériaux protecteurs spécial. Quoi qu'il en soit, nous devons tout faire pour ne pas endommager le champ magnétique terrestre. Car si ce bouclier disparaît, la surface de notre planète ressemblera à celle de Mars. Mais qu'est-ce qui provoque ces tempêtes solaires et pourquoi nous affectent-elles autant ? Imaginez un homme bien coiffé qui va se coucher. Le matin, ses cheveux sont en désordre. Les champs magnétiques du Soleil ressemblent à ses cheveux ébouriffés. Lorsque le Soleil tourne, ces champs éclatent, s'en mêlent, s'étirent et se déchirent, et ils libèrent d'énormes quantités d'énergie dans l'espace. Ce n'est pas un problème pour le Soleil, car tout cela se rétablit au cours d'un processus appelé reconnexion magnétique. De telles émissions peuvent causer des problèmes aux planètes de notre système. Lorsque la reconnexion magnétique se produit, plusieurs phénomènes peuvent s'ensuivre. L'un d'entre eux, dont vous avez déjà entendu parler, est une éjection de masse coronale. Mais ce n'est pas tout ce que le Soleil fait de terrible. Il y a aussi les éruptions. Imaginez une explosion de rayonnement solaire contenant des ondes électromagnétiques, des rayons X, des radiations et de la lumière visible et ultraviolette. Lors des éruptions, le Soleil libère une énorme quantité de cette énergie destructrice. Elle se propage dans l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut 8 minutes à cette onde explosive pour atteindre notre planète. Heureusement, ces éruptions ne nous causent que peu de dégâts, car le champ magnétique et l'atmosphère de la Terre nous protègent. Les fortes éruptions peuvent perturber les ondes radio dans la haute atmosphère et affecter le fonctionnement des satellites, mais ce n'est pas grave. Un autre phénomène solaire, la tempête de radiation. Il s'agit d'électrons et de protons accélérés, qui se déplacent à une vitesse légèrement inférieure à celle de la lumière. Grâce au champ magnétique de la Terre, les tempêtes de radiation ne nuisent pas trop à notre planète. Elles représentent toutefois un danger pour les astronautes et les satellites. Ces particules peuvent pénétrer dans les tissus humains et entraîner de graves problèmes de santé. Mais seulement si vous êtes dans l'espace ou si vous pilotez un avion dans la haute atmosphère.
Le 23 juillet 2024, la sonde spatiale Solar Orbiter, opérée par l'Agence spatiale européenne, a détecté une éruption solaire d'une puissance exceptionnelle provenant de la face cachée du Soleil. Bien qu'elle ne soit pas la plus intense jamais observée, il est indéniable que nous avons eu une chance inouïe de ne pas en subir les effets dévastateurs. De telles éruptions provoquent souvent des tempêtes de radiation violentes et persistantes. Si celles-ci venaient à se diriger vers la Terre, elles pourraient entraîner des coupures d'électricité à l'échelle mondiale. Avant d'examiner plus en détail cette éruption solaire potentiellement catastrophique, il est essentiel de comprendre la nature de ce phénomène. Les éruptions solaires résultent du mouvement incessant des champs magnétiques dans l'atmosphère de notre étoile. Lorsque le Soleil approche de son maximum solaire, la phase la plus active de son cycle de 11 ans, ce qui, soit dit en passant, correspond à la période actuelle, ces champs magnétiques s'enchevêtrent de plus en plus, transformant notre étoile en une gigantesque sphère de fils magnétiques entrelacés. Ces champs se croisent, s'entrecoupent et finissent par se reconnecter. Avez-vous déjà observé des limailles de fer autour d'un aimant? Elles s'alignent selon les lignes de force magnétique. De manière similaire, le plasma brûlant qui recouvre la surface du Soleil est influencé par ces mêmes lignes de force. Parfois, lorsque les champs magnétiques interagissent, une partie du plasma se détache, accélérant alors ces particules à des vitesses vertigineuses et libérant une radiation intense dans l'espace. C'est ce que l'on appelle une éruption solaire. D'autres fois, notre étoile projette d'énormes quantités de matière lors de phénomènes appelés éjections de masse coronale ou EMC. Une seule de ces éjections peut contenir jusqu'à 20 milliards de tonnes de matière. Si cette matière était composée de roches, elle pourrait former une montagne de 400 mètres de diamètre et près de 800 mètres de hauteur. Ce matériau expulsé traverse souvent l'espace à des vitesses dépassant 1,6 million de kilomètres à l'heure. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale figurent parmi les événements les plus violents du système solaire, libérant des quantités d'énergie inimaginables. Les éruptions solaires sont classées selon leur intensité. Les plus faibles appartiennent aux classes A et B, suivies des classes C et M, tandis que les éruptions les plus puissantes sont classées dans la catégorie X. Chaque lettre est accompagnée d'un chiffre allant de 1 à 9, et parfois même d'un chiffre supérieur, à la manière de l'échelle de Richter utilisée pour les séismes. Les éruptions de classe A et B sont trop faibles pour affecter notre planète. En revanche, les éruptions de classe C peuvent provoquer des effets légers, quoique perceptibles. Celles de classe M peuvent engendrer des coupures radiotemporaires aux pôles et déclencher des tempêtes de radiation modérées, potentiellement dangereuses pour les astronautes. Cependant, les plus redoutables sont les éruptions de classe X. Certaines éruptions sont plus de 10 fois plus puissantes qu'une X1, c'est pourquoi la classification des éruptions de classe X peut excéder le chiffre 9. Revenons à cette éruption solaire récente. Elle appartenait à la classe X14. Nous savons déjà que cela correspond à une éruption d'une exceptionnelle intensité. Parmi les autres éruptions majeures détectées récemment par les astronomes, on note une éruption de classe X12 survenue le 20 mai, ainsi qu'une éruption de classe X10 observée le 17 juillet. Toutes ces éruptions provenaient de la face cachée du Soleil. Concernant la face de notre étoile orientée vers la Terre, l'éruption solaire la plus intense observée jusqu'à présent dans ce cycle solaire s'est produite le 14 mai. Il s'agissait d'une éruption de classe X 8,7 qui a provoqué des coupures radio. Quelques jours auparavant, une tempête géomagnétique puissante, accompagnée d'aurores spectaculaires visibles dans le monde entier, avait déjà eu lieu, résultant en de puissantes éjections de masse coronale. Quant à l'éruption de classe X de juillet, sa puissance était telle qu'elle aurait pu avoir des conséquences désastreuses pour nous. Heureusement, l'explosion de plasma chargé magnétiquement qui l'accompagnait n'a pas été dirigée vers la Terre. Si tel avait été le cas, nous aurions assisté à une tempête solaire d'une ampleur considérable. Les aurores boréales auraient été d'une beauté à couper le souffle, mais également empreintes d'une certaine terreur. Toutefois, une telle explosion de particules énergétiques projetées vers la Terre aurait pu engendrer des perturbations technologiques majeures et des pannes électriques, semblables à l'événement de 1989, qui avait gravement endommagé le réseau électrique du Québec, ou encore une catastrophe bien plus ancienne, qui, malgré tout, avait causé des dommages significatifs à l'échelle mondiale. Nous faisons référence à l'événement de Carrington, survenu en 1859, qui constitue la première éruption solaire documentée ayant impacté notre planète. Cet événement s'est produit le 1er septembre et porte le nom de Richard Carrington.
l'astronome solaire qui a observé l'éruption à travers son propre télescope et dessiné les taches solaires visibles à la surface de notre astre. Selon les scientifiques, cette éruption reste la tempête solaire la plus puissante documentée au cours des 5 derniers siècles. L'événement de Carrington a engendré des aurores visibles jusque dans le sud des Caraïbes. Il a également causé des perturbations majeures des services télégraphiques à travers le monde, électrocutant certains opérateurs et provoquant des incendies après que des décharges électrostatiques ont enflammé le papier utilisé pour les transmissions. Une autre éruption solaire majeure, survenue le 4 août 1972, a perturbé les communications téléphoniques longue distance dans plusieurs États américains, notamment en Illinois. Cet incident a conduit la compagnie américaine de téléphonie et de télégraphie à revoir complètement son système d'alimentation pour les câbles transatlantiques. Puis, le 13 mars 1989, 2 éjections de masse coronale extrêmement puissantes ont provoqué une tempête géomagnétique qui a entraîné une panne de courant au Canada. Cette coupure a laissé environ 6 millions de personnes sans électricité pendant 9 heures. On rapporte que cette éruption solaire a perturbé le réseau de transmission d'électricité de la centrale Hydro-Québec et endommagé certains transformateurs électriques dans le New Jersey. Cependant, malgré son ampleur, cette tempête solaire n'avait rien de comparable à l'intensité de l'événement de Carrington. La tempête solaire du 14 juillet s'est produite le jour de notre fête nationale, en l'an 2000. Il s'agissait d'un événement de classe X5, qui a provoqué des courts-circuits dans plusieurs satellites ainsi que des coupures radio. Cet épisode demeure l'un des événements solaires les plus étudiés à ce jour. Entre octobre et novembre 2003, notre étoile a émis une série d'éruptions solaires majeures et d'éjections de masse coronale qui ont atteint la Terre, frappant son atmosphère. Ces tempêtes solaires, connues sous le nom de tempête d'Halloween de 2003, ont entraîné le détournement de certains vols, affecté les systèmes satellitaires et provoqué des pannes de courant en Suède. De plus, l'observatoire solaire et héliosphérique a été incapable de remplir ses fonctions durant cet épisode solaire intense. Le 28 octobre 2003, le Soleil a émis une éruption solaire d'une ampleur considérable en direction de la Terre. Elle était si intense qu'elle a saturé le capteur de la sonde spatiale qui la mesurait, ce dernier atteignant sa limite à X28. Plus tard, les scientifiques ont déterminé que l'éruption avait en réalité atteint une intensité maximale d'environ X45. Ce qui a rendu les tempêtes d'Halloween particulièrement inquiétantes, c'est qu'elles se sont produites à une période du cycle solaire où l'activité est habituellement calme, soit 2 à 3 ans après le maximum solaire. Selon les statistiques de la NASA, seules 17 puissantes éruptions solaires ont eu lieu à cette période. Le 5 décembre 2006, le Soleil a émis une nouvelle éruption solaire de classe X9. Cette éruption a perturbé les communications entre les satellites et la Terre, ainsi que les signaux de navigation GPS pendant une dizaine de minutes. La tempête était si puissante qu'elle a même endommagé l'imageur radiographique du satellite GOES-13, affectant plusieurs pixels de son détecteur. En février 2022, SpaceX a subi la puissance redoutable de notre étoile lorsqu'une tempête géomagnétique a détruit 38 satellites Starlink, représentant des pertes de plusieurs dizaines de millions de dollars. Cette catastrophe s'est produite peu après leur mise en orbite. Malheureusement, les satellites Starlink sont particulièrement vulnérables aux tempêtes géomagnétiques en raison de leurs orbites extrêmement basses, situées entre 100 et 200 km. Ils dépendent de leurs moteurs embarqués pour contrer la traînée atmosphérique et atteindre leur altitude finale d'environ 560 km au-dessus de la Terre. Lors d'une tempête géomagnétique, l'atmosphère terrestre absorbe l'énergie de la tempête, se réchauffe et s'étend vers les hauteurs. Cela entraîne une augmentation de la densité de la thermosphère, ce qui accroît la résistance atmosphérique et peut représenter un risque majeur pour les satellites. C'est exactement ce qui est arrivé. Les nouveaux satellites Starlink n'ont pas réussi à compenser cette traînée accrue et ont commencé à retomber, finissant par brûler dans l'atmosphère. Bang! C'est ainsi que tout a commencé, il y a environ 13,8 milliards d'années. Et on ne l'a compris qu'au cours des 100 dernières années. Tout ce que nous voyons dans l'espace aujourd'hui, planètes, astéroïdes, comètes, étoiles, n'était tout simplement pas là au début. Dans les années 1920, les astronomes ont eu l'idée qu'il y a très longtemps, l'univers n'était qu'un seul point. Un point extrêmement chaud, des milliers de milliards de degrés, compact et dense, qui a grossi et s'est étiré à une vitesse inimaginable. À un moment donné, de la matière a commencé à voler dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Le Big Bang a été un chaos total, avec des particules minuscules mélangées à de l'énergie et de la lumière.
Oui, un désordre sans nom, mais tout de même, dans la première minute après le Big Bang, la base de tout ce qui apparaîtrait plus tard était presque posée. Il n'a fait chaud que pendant cette énorme explosion. Dès que l'expansion a commencé, l'univers a commencé à se refroidir, un peu comme un gaz qui se refroidit lorsque tu le vaporises depuis une bombe aérosol. Pendant ce processus, une partie de l'énergie a en quelque sorte gelé, tout comme l'eau se transforme en glace. Ici, l'énergie pure a été gelée et s'est solidifiée en matière. Une minute après le bang, le refroidissement était toujours en cours, extrêmement rapide et littéralement partout à la fois, puisque l'univers n'a pas vraiment de bord. Ce n'était plus seulement un point compact. La base d'une nouvelle expansion et de tout ce qui allait suivre était en train de se former. Tu te souviens de ces minuscules particules de la première phase de boom de l'univers ? Elles ont commencé à se regrouper, ce qui a formé des atomes d'hélium et d'hydrogène. Il a fallu environ 3 minutes pour que la plupart de l'hélium et tout l'hydrogène de l'espace soient fabriqués. Ces deux éléments sont les plus courants et les matériaux de base qui ont ensuite formé les premières galaxies et étoiles. Ce n'est pas parce que la base était terminée que la création de l'univers s'est arrêtée après ces 2 premières minutes. Il est vrai qu'après cela, aucun nouvel élément n'a été créé pendant des millions d'années. C'est pourquoi la version initiale de l'univers était entièrement composée d'hélium, d'hydrogène et d'énergie. Mais finalement, les atomes ont commencé à se regrouper lentement, ce qui, après beaucoup de temps, a provoqué la création de galaxies et d'étoiles. Des nuages d'hélium et d'hydrogène se sont regroupés et se sont transformés en étoiles qui avaient des forces gravitationnelles. Notre Soleil est également composé de 3/4 d'hydrogène, tandis que le reste est de l'hélium. Donc un quart ? Oui, mais à des stades ultérieurs. D'autres éléments plus lourds ont commencé à apparaître aussi, comme le carbone, le fer, l'oxygène et ainsi de suite. Il ne s'agissait pas seulement de processus chimiques au cours desquels de nouveaux éléments, étoiles ou planètes, ne cessaient d'apparaître. L'univers entier est en expansion depuis le Big Bang. Les chercheurs ont réalisé que d'autres galaxies s'éloignent en quelque sorte de la nôtre. Chère galaxie, vous devez arrêter de faire ça. Comment allons-nous découvrir la vie extraterrestre là-bas si vous ne cessez de vous éloigner ? Et ce n'est pas tout. Les galaxies les plus éloignées se déplacent en fait plus vite que celles qui sont proches de notre galaxie, la Voie lactée. L'univers est fabuleux, inconnu, mystérieux, effrayant et complètement silencieux. Imagine que tu flottes dans ta combinaison spatiale quelque part au-dessus de la Terre. Tout ce que tu pourrais entendre, c'est le bruit de ta propre respiration. Rien ne vient de l'extérieur. Comme il n'y a pas d'atmosphère, le son n'a aucun moyen de se propager ou d'être entendu. En parlant de combinaison spatiale, ce truc coûte environ 12 millions de dollars. Ce qui signifie que nous devrons attendre un peu plus longtemps avant d'aller se détendre dans l'espace. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. On pourrait donc penser que c'est aussi la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui remporte le titre de la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une surface chauffée à une température de 450 degrés. Mercure n'a pas d'atmosphère, laquelle est chargée de réguler la température. C'est pourquoi elle ne tient pas la comparaison. Vénus a aussi des journées assez longues. Une seule journée équivaut à environ 243 jours terrestres. C'est pratique pour les personnes qui ont des listes de choses à faire assez longues et qui aiment faire les choses lentement. Cependant, Vénus tourne autour du Soleil en 225 jours terrestres, ce qui signifie qu'une année là-bas dure 18 jours de moins qu'une journée. Tu peux fêter 2 fois ton anniversaire en une journée alors ? Génial, mais l'inconvénient est que sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique et il neige du métal. Ce n'est plus aussi amusant, si ? La Terre a ses aspects sympas aussi. Ayant 4,5 milliards d'années et étant la seule planète connue à abriter la vie, elle compte aussi plus d'arbres qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. 3000 milliards, alors qu'il n'y a que 100 à 400 milliards d'étoiles. Nous avons peut-être compté les arbres, mais nous en savons très peu sur nos océans. Seulement 5% de ceux-ci sont explorés, donc nous en savons moins que sur Mars ou la Lune, dont les surfaces ont été entièrement cartographiées. Il est amusant de constater que l'espace n'est qu'à 100 km de nous, en comptant à partir du niveau de la mer sur notre planète. Cela semble si proche que tu pourrais couvrir la distance juste pour aller prendre ton petit déjeuner. Et pourtant, seulement 5% de l'univers est visible depuis la Terre. Il est composé à 68% d'énergie noire, tandis que 27% sont constitués de matière noire, que nous ne pouvons pas voir avec un télescope. Si proche et pourtant si loin. Nous verrons toujours le même côté de la Lune, peu importe où nous nous trouvons sur la Terre. La Lune tourne sur son axe à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Les couchers de soleil sur Mars sont bleus. Cela se produit parce que la poussière fine de la planète rouge a la taille parfaite pour que la lumière bleue puisse pénétrer efficacement dans l'atmosphère de Mars. Ainsi, la lumière bleue se disperse, après quoi elle reste plus proche de la direction du Soleil, contrairement à la lumière des autres couleurs. L'univers est plein de merveilles, et l'une d'entre elles est une planète faite de diamants.
Elle est 2 fois plus grande que la Terre et les scientifiques pensent qu'elle est principalement recouverte de diamants et de graphite. Mais pour t'y rendre, tu auras probablement besoin d'une combinaison spatiale à 12 millions de dollars, ainsi que d'un vaisseau encore plus cher, mais si tu parviens à faire l'aller-retour, tu pourrais facilement le rembourser. Les scientifiques ont aussi quelques prédictions sur la fin de tout. Tu es prêt pour ça ? À ses débuts, l'univers entier était dense et compact, il était donc très épais. Mais après environ 400 000 ans, il a continué à s'étendre, ce qui l'a rendu plus transparent. Tout cela a encouragé la libération de lumière que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de fond diffus cosmologique, ou FDC. C'est comme si tu allumais la télé sur une chaîne vide et que tu coupais le câble. Tu verras des points statiques, noirs et blancs, bouger sur ton écran. Ils sont un peu comme le FDC et aussi une rémanence de toute cette énergie qui a été libérée pendant le Big Bang. Le FDC est toujours là, les astronomes peuvent le voir grâce au télescope à micro-ondes. L'expansion ne s'est jamais vraiment arrêtée, l'univers s'étend toujours chaque seconde à une vitesse incroyable, ce qui fait que tous les objets de l'espace s'éloignent les uns des autres en permanence. Nous le savons parce que le soleil des autres galaxies apparaît plus rouge qu'il ne devrait l'être. Cela s'appelle le décalage vers le rouge, et cela se produit lorsque la source de lumière s'éloigne de celui qui l'observe. Ensuite, il y a la gravité. Elle attire tous les objets de l'univers les uns vers les autres, ce qui explique pourquoi les planètes continuent à tourner autour du Soleil, ou pourquoi notre système solaire tourne autour du centre de la Voie lactée. C'est pourquoi nous restons sur le sol, alors que dans l'espace nous flotterions, puisqu'il n'y a pas de gravité là-haut. Ayant tout cela à l'esprit, les scientifiques ont eu l'idée qu'un jour, l'univers prendra simplement la direction opposée et commencera à rétrécir, ce qui sera connu sous le nom de Big Crunch. Que cela se produise réellement ou non dépend du type de notre univers. S'il est ouvert, il continuera à s'étendre et rien ne pourra jamais l'arrêter. Mais au fil du temps, s'il s'étire, la densité deviendra si faible que les galaxies ne pourront plus former de nouvelles étoiles et que celles qui existent déjà disparaîtront. Lorsque l'espace perdra toute sa lumière et sa chaleur, la vie ne sera plus possible. L'univers restera simplement un au-delà froid qui continuera à s'étendre dans une obscurité sans fin. Ensuite, Big Crunch ou pas, bang, tout disparaîtra. Heureusement que nous avons des milliards d'années devant nous, n'est-ce pas ? Nous ne serons certainement plus là à ce moment. Boum ! Je vais te parler d'une énorme explosion spatiale qui a fait se dresser les cheveux sur la tête des scientifiques lorsqu'ils l'ont découverte en février 2020. Sa taille et sa puissance sont énormes, même par rapport aux normes cosmiques. Nous avons fixé notre destination sur un groupe de galaxies dans la constellation de la Girafe. Si nos fusées pouvaient voler à la vitesse de la lumière, c'est aussi rapide que la lumière de l'ampoule de ta lampe qui atteint ton œil quand tu l'allumes, zoom instantané, il faudrait 2,6 milliards d'années pour arriver là où l'explosion a eu lieu dans l'espace. 2,6 milliards d'années. Waouh! Beaucoup de choses se sont passées durant cette période ici sur Terre. À cette époque, les dinosaures n'existaient même pas encore. La toute première forme de vie quittait l'océan pour se diriger enfin vers la terre ferme. Eh bien, nous voyageons plus vite que la vitesse de la lumière et nous arrivons à notre destination. On est sur le ground zero d'une explosion si grande qu'elle serait comme si 600 millions de soleils explosaient simultanément. Sachant que notre soleil est déjà absolument gigantesque, comme tu le sais, il pourrait contenir 1 million de terres. En fait, 99,8% des éléments qui composent notre système solaire sont le soleil en lui-même. Les 0,2% restants sont toutes les autres planètes, lunes, astéroïdes et autres corps cosmiques qui flottent autour de notre étoile. Et voici la chose vraiment intéressante. Cette explosion a duré 100 millions d'années, soit le temps entre aujourd'hui notre monde numérique actuel, avec ses smartphones et ses voitures à moteur, jusqu'à l'époque des dinosaures. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette explosion spatiale aux proportions si dingues ? Un trou noir, quoi d'autre ? Ce monstre a avalé tellement de substances diverses qu'il s'est étouffé et a émis une quantité de faisceaux de plasma. Ils ont traversé l'espace et ont formé un désert cosmique tout autour du site. On pensait que c'était la plus grande explosion de l'univers, mais tôt ou tard, tous les records sont battus. Nous nous dirigeons vers un autre amas de galaxies, celui-ci s'appelle Ophiuchus. Une explosion a retenti ici et elle était 5 fois plus puissante que celle de la Girafe. Elle était si grosse qu'on pouvait facilement aligner 15 voies lactées sur sa zone d'explosion. Notre galaxie a plus de 100 000 années-lumière et abrite 200 milliards d'étoiles. Waouh, c'est le bon mot. C'est la plus grande explosion spatiale depuis le Big Bang, la fameuse, celle qui a tout déclenché il y a 13,8 milliards d'années. Quelle était donc la source de cette explosion ?
Pour répondre à cette question, il nous faut une simple analogie. Tout comme sur la Terre, l'espace a ses propres mégalopoles. Ces New York et Tokyo du cosmos sont énormes, elles aussi. Et quand je dis énormes, c'est parce que je n'ai pas d'autre mot. Je cherche, cela dit. On les appelle officiellement des superamas de galaxies. Au centre des galaxies les plus gigantesques, on trouve un trou noir supermassif. Aujourd'hui, les scientifiques ne savent toujours pas grand-chose sur ces amas, mais la théorie veut qu'il s'agisse essentiellement d'un tas de choses ou de matières qui se compriment en un minuscule point qui ne peut même pas être mesuré parce qu'il est infiniment petit. Oui, des choses compliquées. Imagine les choses ainsi. Ce serait comme prendre la Terre entière et la réduire à la taille d'un grain de riz. Mais ce grain de riz aurait toujours le même poids que la planète. Tous ces éléments seraient vraiment très comprimés. Donc plus de matière égale plus de gravité, ce qui signifie que l'attraction d'un trou noir est inévitablement forte. Même la lumière ne peut pas la traverser, d'où la partie noire de son nom. Ce qui est drôle, c'est que nous ne pouvons même pas les voir avec nos yeux. Les trous noirs ne brillent pas et ne reflètent pas la lumière, ils l'absorbent comme on le fait avec les spaghettis. Miam, ça me donne faim rien que d'y penser. Mais revenons aux énormes choses de l'espace qui font boum. Un trou noir supermassif a explosé dans ce superamas de galaxies nommé Ophiuchus. Ce monstre a cessé d'attirer tout ce qui l'entourait, comme le font habituellement les trous noirs. Bien au contraire, il s'est mis à cracher des trucs. Un flux de plasma colossal a traversé l'espace presque à la vitesse de la lumière et a percé une bulle de 1,5 million d'années-lumière de diamètre. Chaque millième de seconde, c'était comme si 20 milliards de mégatonnes de TNT explosaient. Et cela a continué pendant 240 millions d'années. Mais maintenant, j'attire ton attention sur le vrai poids lourd de la Voie lactée. C'est le gars le plus coriace de la galaxie. Un trou noir supermassif appelé Sagittarius A étoile. La masse de cette bête est 4 millions de fois celle du Soleil. Et tu vas aimer ceci, elle n'est qu'à 25 000 années-lumière de notre planète. En termes de rapport dans l'espace, cette chose est comme l'équivalent de notre voisin 2 maisons plus loin dans la rue. Attends, ne panique pas besoin de faire tes bagages et de déménager. Notre voisin a heureusement abandonné son ancienne activité de lanceur de jets chauds dans l'espace. Mais en 2019, il a fait battre le cœur des astronomes. Près de cette étoile, ils ont remarqué un flash 75 fois plus élevé que la normale. Leur théorie, numéro 1, le trou a englouti une partie d'une étoile qui se trouvait bien trop près pour être à l'abri. Ou bien, numéro 2, un nuage de gaz s'est écrasé sur lui. Après un pic d'activité de 14 heures, l'étoile du Sagittarius A étoile s'est finalement calmée. Ouf! Mais dans le passé, ce géant avait un sacré tempérament et savait mettre le feu à l'espace. Il y a 3,5 millions d'années, nos très anciens ancêtres, genre techniquement ils n'étaient pas encore humains, traversaient déjà l'Afrique à pied. Innocents, ils ignoraient qu'un cataclysme se produisait très loin dans le ciel, juste au-dessus d'eux. Cela a ressemblé à une balise qui s'est allumée tout à coup et a émis 2 faisceaux avec une forme conique. Le tout a été déclenché par un nuage d'hydrogène 100 000 fois plus grand que le Soleil. Il s'est approché un peu trop près et l'étoile Sagittarius A étoile a réagi. Ces jets de plasma ont traversé l'espace pendant 200 000 années-lumière et ont continué pendant 300 000 ans de plus. C'est un claquement de doigts sur l'échelle cosmique, mais les astronomes trouvent encore aujourd'hui des traces de ce boom. Les étoiles à neutrons savent aussi comment déclencher de gros feux d'artifice. Elles apparaissent lorsque des étoiles géantes sont à court de carburant et s'effondrent sur elles-mêmes. Imagine que le Soleil en entier soit comprimé à la taille d'une petite ville. Oui, cela rend les étoiles à neutrons incroyablement denses et lourdes. Une cuillère à café de leur matière pèse environ 10 millions de tonnes. Elles tournent extrêmement vite, des centaines de rotations complètes par seconde. Et pour certaines d'entre elles, elles lancent des faisceaux d'énergie depuis leur pôle, ce qui leur donne l'apparence d'un phare cosmique. L'une des étoiles à neutrons la plus intéressante se trouve dans la constellation du Sagittaire. Comme les trous noirs, elle possède une puissante gravité et attire des tonnes de matière. Tout cela s'accumule dans un énorme disque qui tourne. Cette étoile en particulier était alimentée par l'hydrogène d'une étoile voisine. Elle a englouti sa voisine et elle a absorbé tellement de matière qu'elle s'est mise à chauffer. Le résultat, une gigantesque boule de feu lancée depuis sa surface. Les astronomes en ont été témoins le 20 août 2019. Ils ont vu un flash de 20 secondes qui a illuminé l'espace.
C'était l'explosion la plus brillante que la NASA ait jamais vue. L'étoile a dépensé pour cela plus d'énergie que le Soleil n'en produit en plus d'une semaine. Mais bien sûr, rien ne vaut le plus grand boom de tous, celui qui a apporté la vie à notre univers tout entier, selon la théorie la plus répandue. Mais d'abord, un petit retour en arrière. Les scientifiques estiment que seulement 5% de l'univers est constitué d'étoiles, de planètes, d'astéroïdes, de comètes, de nuages de poussière, de toi, moi, ton chinchilla, de toute la vie, en gros de tout ce que tu peux voir de tes propres yeux. Alors, que peuvent être les 95% restants? Même si ça a l'air louche, c'est la mystérieuse énergie noire et la matière noire. En termes simples, elles sont comme le yin et le yang de l'espace. La matière noire attire les choses les unes vers les autres grâce à la gravité. C'est la colle de notre univers qui maintient tout ensemble. L'énergie noire fait le contraire. Elle fait que les choses se repoussent et s'éloignent les unes des autres. C'est ce que dit la théorie. Et bizarrement, l'énergie noire fait que les choses qui sont déjà loin entre elles s'éloignent de plus en plus. Les scientifiques peuvent même le constater par eux-mêmes. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement de la Terre. Mais ces deux forces n'ont pas toujours été présentes. En fait, il y a environ 13,8 milliards d'années, il n'y avait rien autour. Tout était condensé en un minuscule point infiniment petit. Cela te semble familier? Oui, ce mystérieux point qui rétrécit à jamais se trouve aussi au centre des trous noirs, et c'est ce qu'on appelle une singularité. C'est là que notre science et nos maths s'effondrent. C'est la chose la plus déconcertante qui soit. Mais un jour, ce point incroyablement dense et chaud a commencé à s'étendre dans toutes les directions. Et il a grandi plus vite que la vitesse de la lumière. Il a doublé sa taille 100 fois en une fraction de seconde. Si tu veux plus de détails, c'est 1 centième de milliardième, de trillionième de seconde. Oui, plus le temps passait, plus elle grandissait vite et plus elle était grosse. Et elle s'est agrandie depuis, comme si on faisait exploser un ballon qui n'éclate jamais. Les scientifiques ont appelé cette expansion le Big Bang. Et voilà,